Bonjour à tout le monde. Merci au docteur Habachi de m'avoir invité à cette session qui est passionnante. Je vais avoir une présentation un peu plus, c'est pour ça qu'on m'a invité, un peu plus différente, un peu spécifique. Un modèle un petit peu particulier de la prise en charge de l'AVC que j'exerce. Donc moi j'ai une stroke unit au CHU Brugman à Bruxelles. Je suis neurologue et je suis aussi neuro-revalidatrice et vous allez comprendre que ça me permet d'avoir une prise en charge un petit peu particulière. Voilà. Un bref rappel quand même, il ne faut pas oublier que l'AVC, la première cause de handicap acquis de l'adulte, c'est quand même un drame pour nos patients. Nos patients vont être handicapés, 35% de nos patients vont garder de lourdes séquelles, 20% vont être placés et vont quitter leur domicile à l'issue d'un AVC. C'est la deuxième cause de démence. Souvent, les gens disent « Oh mon Dieu, l'Alzheimer, je ne veux pas avoir un Alzheimer ». Or, l'AVC la cause de démence vasculaire, c'est la deuxième cause de démence. Ça représente actuellement 50% des hospitalisations en neurologie. Vous voyez, les taux d'AVC augmentent dans le monde, dans les pays industrialisés. Chaque année, il y a vraiment une courbe importante qui augmente. Alors là, je vous donne les chiffres de la Belgique, mais voilà pour nous ce que ça représente. 19 000 AVC par an, un tiers de récidive. Malheureusement, c'est une pathologie quand elle est mal prise en charge la première fois. Et là, moi, je m'adresse aux urgentistes. Mettre vos patients au bon endroit, les faire rentrer dans la bonne filière, je pense que c'est vraiment important, parce que si les patients sont mal pris en charge la première fois, ben c'est des pathologies qui vont récidiver. Actuellement, nous en Belgique, c'est 52 AVC par jour. L'AVC, et ça, je pense, faut quand même qu'on en parle aussi, c'est un coût de santé publique. Il ne faut pas l'oublier, on est à l'heure où quand même on nous dit que voilà, la santé a un coût. Ça, c'est des chiffres pour la Belgique, où il y a la sécurité sociale dynamique chez nous, qui avait donné les chiffres pour l'année, j'étais là, 2012, et entre un AVC, donc les AVC hospitalisés, de mineurs à majeurs, le temps d'hospitalisation que ça représentait et le coût qui va de 2 000 € à quasiment 20 000 € par AVC. Et donc, vous voyez, 19 000 AVC par an, ça engendre vraiment un coût pour la société majeur. Donc, évidemment, réduire le nombre d'AVC, réduire le handicap, essayer qu'ils sortent le plus vite possible et le moins handicapé possible, c'est évidemment réduire ces coûts et ça, c'est important. On en meurt de l'AVC, évidemment. Deuxième cause de décès dans le monde, une mortalité qui peut être importante si, évidemment, si on peut la réduire. Et réduire cette mortalité, réduire le handicap, ça va être mettre les patients au bon endroit. Donc chez vous, c'est les UNV, chez nous, c'est les stroke units. Ça dépend des facteurs de risque et ça dépend des mesures prophylactiques qu'on va mettre en place. Alors, tout à l'heure, l'oratrice précédente en a parlé. Évidemment, il faut bien organiser son réseau de soins. Ce n'est pas le tout d'avoir des magnifiques stroke uniques où on fait des magnifiques techniques. Si le patient ne nous arrive pas, ça ne sert strictement à rien. Et donc, pour que le patient arrive, il faut déjà, et on l'a dit tout à l'heure, déjà que le patient vous appelle, ça c'est la première chose, et encore trop souvent, moi j'ai des patients qui disent « Oh, je pensais que j'avais un coup de mou, que j'étais fatigué, le burn-out, j'ai fait la sieste, et puis finalement, quand je me suis réveillée, c'était encore pire. » Évidemment, il y a 6 heures qui a passé, il y a 12 heures qui a passé, et ça c'est absolument dramatique. Donc évidemment, éduquer le public, ça c'est clair que la douleur thoracique inquiète nettement plus le patient qu'un bras qui fléchit. Donc faire les communications dont on a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, ça a été largement développé. Évidemment, éduquer les professionnels, et là vous êtes là. Et donc, comme ça a été bien dit tout à l'heure, les régulateurs du SAMU, il y a des études qui montrent que quand il y a de l'éducation qui est faite, on réduit les faux positifs clairement après des formations tout à fait spécifiques. Informer les urgentistes, le personnel infirmier, les ambulanciers, tout le monde doit avoir des formations spécifiques. Ça a déjà été longuement traité avant dans l'exposé précédent. Donc j'avance. Ce que je vous dis maintenant, c'est issu des recommandations. Quand on a commencé à vraiment s'occuper des AVC, il y a eu des recommandations européennes qui sont sortis, c'est l'European Stroke Initiative qui a vraiment regardé les données de la littérature et qui a issu des recommandations qui sont toujours valides avec des niveaux de preuve. Et donc clairement, depuis les années 2000,
il a été tout à fait clair que les AVC devaient être hospitalisés dans des stroke units, des UNV, que l'AVC est une urgence médicale, c'est une gestion rapide, un service référent, un réseau de soins et l'éducation du public, et qu'en cas d'AVC, eh bien, c'est le SMUR qui sort et qui nous amène le patient le plus vite possible vers des centres spécialisés, on l'a dit déjà auparavant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stroke unit? Parce que on a parlé des magnifiques techniques jusqu'à maintenant, et c'est vrai que c'est bien, on peut faire des choses pour nos patients. Le seul problème, c'est que, on a commencé à en parler, c'est que malheureusement, tous les patients ne vont pas être éligibles de la thrombolyse, de la thrombectomie. On espère qu'il y en ait de plus en plus, mais vous allez avoir des patients qui n'arriveront pas dans les temps, qui ne seront pas éligibles de la thrombolyse IV, qui ne seront pas éligibles de la thrombectomie. Certes, la thrombectomie jusqu'à 16 heures, jusqu'à 24 heures, mais combien de patients? Très peu. Donc, vous allez quand même devoir gérer des patients qui ne sont pas éligibles de ces belles techniques qui permettent une bonne récupération. Donc c'est important, ces patients-là, que vous les gériez comme il faut et que vous les mettiez au bon endroit. Donc moi, je suis là quand même pour vous expliquer ce qu'il faut faire pour aussi ces patients-là. Une stroke unit, c'est une unité qui s'occupe uniquement des patients atteints d'AVC. C'est avec un personnel qui est formé à s'occuper de ces patients. Alors, il y a différents types d'UNV et de stroke unit, enfin de stroke unit. Et clairement, les plus efficaces en termes de diminution de mortalité et de handicap, ce sont celles qui combinent la prise en charge à la phase aiguë de l'AVC et la rééducation pendant plusieurs semaines ou mois si nécessaire. Et en fait, c'est ce concept, moi, que j'ai développé et que je vais maintenant vous montrer comment ça marche. C'est la meilleure façon que le patient ait le moins de handicap possible, c'est prendre en charge dès le départ sa rééducation, mais très tôt, dès le premier jour, en fait. Il faut qu'une équipe s'occupe d'installer la plasticité cérébrale le plus vite possible. Alors, une stroke unit, il y a des prérequis, je ne vais pas vous les détailler, mais en fait, ça demande quand même vraiment des protocoles, des gens formés. Et vous voyez, dans les prérequis, ça c'est les prérequis par les guidelines européens, disaient qu'il faut une rééducation précoce avec orthophoniste, ergothérapeute et kiné, et des moyens radiologiques assez importants. Qu'est-ce qu'on fait dans une stroke unit? D'abord, on s'intéresse de savoir si vraiment c'est un stroke. On fait attention au stroke mimique. Et là, je vous ai listé les causes, les diagnostics différentiels. Je pense qu'aux urgences, vous avez ça, il ne faut pas les oublier. On a à peu près donc, 15% de stroke mimique. Donc ça, il faut quand même les connaître. Je les ai listés ici et je ne vais pas vous les détailler. Et bien évidemment, le scanner en urgence, le diagnostic de l'AVC hémorragique. Clairement, pour moi, l'ARMN cérébrale, tous mes patients ont une ARMN cérébrale, on a quand même, ça permet aussi de diagnostic différentiel. Alors, là, je ne vais évidemment pas le détailler, ça a été longuement détaillé. La stroke unit doit faire la thrombolyse, ça a été détaillé auparavant, je ne le redonne pas. Les difficultés pratiques, tout le monde les connaît ici, faire travailler tout le monde, le médecin généraliste, le SMUR, médecin de garde, le radiologue, le neurologue, l'équipe soignante, critères d'exclusion. Donc actuellement, on estime qu'à peu près 20% des patients vont être candidats à la thrombolyse. Donc n'oubliez pas, ça veut dire que 80% ne vont pas être candidats à la thrombolyse. Et quand même, ces AVC, il faut vous en occuper. Il ne faut pas revenir à comme avant. Oh voilà, ce patient, il arrive. Ah, il n'est pas candidat à la thrombolyse, il n'est pas candidat à la thrombectomie, tant pis pour lui, on ne peut rien faire. On peut encore faire des choses, c'est la fatalité de l'AVC comme avant, il ne faut pas rester là-dessus, je vous dirai après ce qu'on peut faire pour lui. Réduire le door to needle, ça c'est vraiment important quand votre patient arrive à la porte des urgences et le temps quand on va faire la thrombolyse et le temps où on injecte le produit. Normalement, il y a des procédures. Nous, on a mis en place, et dans tous les UNV, on est censé mettre des procédures pour faire en sorte que l'injection de Voctactili soit au maximum, ça doit être à moins d'1 heure. Donc, en fait, nous, on a réussi à faire moins de 30 minutes. On a déjà fait 12 minutes, tout simplement parce que le patient, quand il arrive, il est mis directement sur la table de scanner. En fait, le SMUR prévient quand le patient va arriver, donc on libère la table de scanner, le patient arrive sur la table de scanner et on a fait un team
médecins, infirmières de la stroke unit qui attendent le patient au scanner, on examine le patient sur le scanner et on regarde les acquisitions des images, on a déjà fait notre examen du patient. L'infirmière est une infirmière de la stroke unit, ce n'est pas une infirmière des urgences, en fait c'est une infirmière toutes mes infirmières ont fait beaucoup de thrombolyse et donc on travaille en binôme très rapidement, je ne dois rien lui demander, elle me donne les paramètres, elle sait ce qu'elle doit faire et en fait elle prépare le bolus, elle me demande quand elle peut l'injecter, si tout est bon, on a regardé l'acquisition des images derrière la console, donc on ne dépend pas du radiologue, et donc ce qui permet pour nous d'avoir des door to needle de moins de 30 minutes. Et donc ça, comme on a dit tout à l'heure, plus vite le patient arrive, plus vite on injecte, plus vite on sauve des neurones. Chaque minute, 2 millions de neurones, on l'a déjà dit, c'est vrai qu'on le répète à chaque fois, mais il faut aller très vite. Le patient, quand il arrive, il faut aller très vite. Et ça, l'urgentiste, ce qu'il doit faire, c'est nous prévenir. Moi, tout ce que je demande à l'urgentiste, c'est de nous prévenir le plus vite possible. Et le SMUR de nous appeler quand il est au domicile et qu'il va ramener le patient, de façon à ce qu'on soit déjà là. Il faut vraiment, vraiment gagner du temps. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est peut-être après, voilà, donc la thrombolyse IV et la thrombectomie, on a un modèle un peu particulier. Ça, c'est des études qui vous ont déjà été décrites. Je ne vais pas en reparler. On a, et que ça marche bien, ça concerne actuellement, en tous les cas pour nous, 5% des patients, donc c'est peu, mais bon, il ne faut pas les rater, ceux-là, ça serait dommage. Donc, nous, on a une particularité, nous, on est en drip and ship, c'est-à-dire les patients arrivent chez nous. La Belgique est petite, hein, donc vraiment, on est adossé à des centres thrombectomiseurs qui sont vraiment pas loin. Donc, en fait, le SMUR arrive, nous pose le patient au scanner, on garde le SMUR avec nous, on injecte le patient, on regarde s'il y a un thrombus proximal. S'il y a un thrombus proximal, on prévient le centre thrombectomiseur qui regarde, ils ont accès à nos images, ils nous disent c'est OK, on prend, on redonne le patient, la thrombolyse coule, on redonne le patient au SMUR qui part au centre thrombectomiseur. Moi, mon centre thrombectomiseur est à 800 mètres. Et le SMUR amène le patient dans la salle d'angio 10 minutes plus tard. Donc, on est dans un modèle qui permet que 10 minutes plus tard, le patient est en thrombectomie. Alors, je sais que, bon, en France, je ne pense pas que ça soit possible comme ça. Voilà. Mais donc, nous, on a vérifié, il n'y a pas de perte de chance pour nos patients. Donc, nous, le problème ne se pose pas pour nos SMUR de savoir où il doit emmener le patient. Il peut les emmener chez nous. C'est le modèle S1, S2. Voilà, nous, on est S1. Et on a construit un algorithme donc, qui va, pour les patients de moins de 4h30, de 4h30 à 6h et jusqu'à 24h. Et ce modèle-là est accepté et validé pour tous les centres. On agit de la même façon. Et vous voyez, là, il y a le timer, enfin, ça ne se voit pas bien, 5 minutes, 10 minutes, 25 minutes, 30 minutes, hop, injection, si c'est bon, injection du bolus dactylis sur la table. On regarde s'il y a occlusion. Alors, pas de limite d'âge, mais ça doit être des patients quand même qui sont en bon état. Hein. Enfin, je ne sais pas comment on fait en France, mais les thrombectomies, les grabataires, on évite quand même. Donc, la thrombectomie, ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, soyons raisonnables quand même. Quoi ? Oui, et la thrombolyse aussi, il y a quand même des critères de ranking. Hein. Voilà, le patient qui arrive de son EHPAD complètement dément grabataire, on s'agite quand même un petit peu moins, soyons raisonnables. Voilà, et on a les centres qu'on appelle. Là, j'ai les contre-indications à la thrombolyse, parce qu'il y en a de moins en moins. Enfin, il y a les vrais, et avant, on avait beaucoup de contre-indications. Maintenant, il y a beaucoup de contre-indications qui deviennent relatives. Par exemple, nous, on thrombolyse on n'attend pas la biologie. Avant, on attendait le labo, on perdait du temps, on harcelait le labo. Donc maintenant, on ne fait plus ça. Si on a un doute sur éventuellement un patient anticoagulé, on a le coagu-check. On fait ça là, au bout du doigt, une tigette, et c'est bon. Voilà, donc ça, effectivement, donc on doit faire la thrombolyse, la thrombectomie, mais ça, c'est vrai, encore une fois, ça concerne quand même pas la majeure partie de nos patients. Vous devez mettre les patients dans une stroke unit capable de gérer tous les patients, y compris et surtout ceux qui ne bénéficient pas des possibilités d'être canalisés. Et une stroke unit, c'est quoi ? C'est un endroit où on va évidemment poursuivre les examens, assurer une surveillance, prévenir les complications secondaires et surtout, et ça c'est notre particularité, organiser une rééducation précoce de façon à ce que le patient récupère le maximum. Diagnostic étiologique rapide, évidemment, il faut quand même s'assurer de comprendre pourquoi ce patient a fait un AVC et surtout qu'il n'en refasse pas un. Je vous ai dit que l'AVC est une pathologie récidivante si on ne met pas en route le bon traitement préventif
de la récidive, il faut chercher l'étiologie. C'est bien hein, de les thrombectomiser, c'est bien de s'en occuper, mais après, il faut quand même savoir pourquoi il a fait un AVC. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, il faut aller quand même dans des centres spécialisés qui connaissent leur job. Alors, ce qu'on fait de bien, et tant qu'ils sont aux urgences, vous pouvez commencer à vous occuper de ça, parce que c'est quand même vraiment important, c'est faire attention que le patient ne désature pas, faire attention que le patient ne déglutisse pas dans ses poumons, parce que quand même c'est la première cause de mortalité d'un AVC la première semaine. Moi je demande souvent ça à mes étudiants, alors ils me disent « oh il engage » ou des choses comme ça. Ben non, de quoi meurt un AVC? Si on ne fait pas attention, il meurt de ses poumons. Il meurt de pneumopathie parce qu'il déglutisse dans les poumons. Donc normalement, on interdit, on ne met rien dans la bouche du patient tant qu'on n'a pas testé la déglutition. Ça c'est vraiment très important. Et nous, on met des microsondes nasogastriques le temps que la déglutition se remette en place. Donc, on met les patients au monito, on surveille la saturation, on met de l'oxygène et on voit comment ils déglutissent. Évidemment, on surveille le rythme cardiaque. Pourquoi? Pour voir s'il y a des troubles du rythme et s'il y a des pathologies de type FA, flotteur, emboligène. On fait attention à la tension artérielle et on respecte l'HTA réactionnel pour éviter justement d'aggraver la zone de nécrose qui va, si on fait chuter l'HTA réactionnel, c'est quand même, enfin, normalement tout le monde connaît ça maintenant, j'espère encore, on respecte l'HTA réactionnel pour préserver la zone de pénombre. La glycémie, évidemment, on met de l'insuline, on évite que plus la glycémie est élevée dans l'AVC aigu, plus l'AVC s'aggrave. On fait attention à l'hyperthermie, on sait que l'hyperthermie aggrave l'AVC, il faut vraiment surveiller l'hyperthermie et traiter très vite et très rapidement les causes d'hyperthermie qui sont les pneumopathies et les infections urinaires. On évite de mettre des sondes urinaires à nos patients, des fois les soins intensifs font ça, c'est pas une bonne idée parce que ça favorise les infections. Voilà, les troubles de la déglutition, ça c'est vraiment important et malheureusement, moi je vois trop souvent arriver mes patients, ils ont eu le temps de faire leurs troubles de la déglutition aux urgences et donc ça c'est vraiment très triste parce que ça nous complique beaucoup la vie, ça aggrave la situation, clairement ça aggrave la situation, donc il faut absolument, voyez-nous, l'infirmière à l'astroclinite teste tout de suite la déglutition. On met des sondes nasogastriques, c'est vraiment une pathologie fréquente. Hein. Et puis après, notre orthophoniste, qui est là dans mes 3 services, passe et rééduque le patient. La prise en charge doit être très précoce hein, et c'est vraiment, vraiment important. Je voudrais vraiment attirer l'attention aux urgences sur ce problème. Pas laisser rien mettre dans la bouche de vos patients. Faire attention aux familles très zélées qui amènent le plateau ou la soupe à mamie en disant avec ce qui t'arrive, quand même, il faut prendre des forces. Donc ça, vraiment éviter. TVP, embolie pulmonaire, bah oui, il ne faut pas oublier, hein, ils font des TVP, prévention des hémorragies digestives, oui, on met des IPP, ça existe, l'ulcère de stress. Escarre décubitus, évidemment, c'est des patients alités et ils en font. La dépression, alors c'est une pathologie qui est souvent sous-estimée, mésestimée, qui aggrave aussi la situation. On met des traitements, nous on y fait très attention parce que ça retarde la récupération, ça empêche la récupération, ça empêche la rééducation de nos patients et donc voilà, c'est quand même, vous voyez un chiffre, toutes les études, hein, de 25 à quasiment 80% de nos patients qu'on s'en occupe, quand on se préoccupe de ce problème, sont déprimés. Alors, des recommandations avec des niveaux de preuve, effectivement. Liberté des voies aériennes, donner de l'oxygène, ne pas traiter l'HTA chez les patients atteints évidemment d'AVC ischémique s'ils n'ont pas de chiffre tensionnel mal toléré, traiter la fièvre et l'hyperglycémie. Donc ça, dès les urgences, je pense que c'est vraiment important. Prise en charge thérapeutique, évidemment, donc c'est important de se préoccuper qu'ils ne refassent pas une récidive d'AVC. L'aspirine, petite dose, on réduit la récidive d'AVC. Le clopidogrel, l'association aspirine plus clopidogrel. Pour les AIT, les AVC mineurs, les 3 premières semaines, on fait cette association. Il y a des études qui sortent et qui montrent qu'on prévient la récidive d'AVC. Faire opérer les carotides, les sténoses carotidiennes, si elles sont du bon côté, évidemment. Évidemment, instaurer les traitements des facteurs de risque. Idem à la prévention primaire. Ce n'est pas le tout qu'on traite le premier AVC. Si le patient ne traite pas son HTA, son diabète, son cholestérol et tout ça, il reviendra dans les années qui suivent pour un 2e, voire un 3e AVC. Traitement anticoagulant précoce, des fois on me pose la question, alors ça c'est un peu touchy parce qu'un AVC ischémique a la fâcheuse tendance à vouloir se transformer en hémorragie qui a saigné, donc ça il faut quand même être très 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 prudent, en règle générale plutôt pas, sauf dans des cas très,
très exceptionnel, et ça, c'est à voir avec le neurovasculaire. Prise en charge thérapeutique, il y a quand même des mesures spécifiques. L'édème cérébral, alors il survient dans les premiers jours après l'AVC, c'est évidemment plutôt chez les jeunes, c'est les gros AVC, plus des 2/3 de l'artère cérébrale moyenne, mortalité de 80% si on ne fait rien, et clairement, si on veut donner une chance de sauver ce patient, une mortalité qui diminue de 80 à 40%, donc on sauve la moitié de nos patients si on les envoie en neurochir pour une craniectomie de décompression, sans augmenter le taux de handicap. Donc nous, on en envoie à peu près 1 par trimestre en craniectomie de décompression. Et comme c'est des gens qui ont un bon pronostic social, c'est en règle générale les gens que je récupère après en rééducation et qui rentrent chez eux au bout de 6 mois, 1 an. Donc ça vaut la peine. C'est pas parce qu'on fait un gros AVC avec un risque d'engagement qu'il faut dire bon ben c'est bon, on laisse courir, c'est fini. Il peut y avoir pour ces gens-là à 40 ans, 45 ans, 50 ans des perspectives et une vie après l'AVC. Souvent quand même au niveau des urgences, il y a des fois ça va un peu vite dans la condamnation du patient. On peut vivre avec un AVC, je vous l'assure. Enfin voilà, j'ai pas le temps de vous montrer des vidéos, mais on peut vivre avec un handicap quand même. Même si nous on ne voit pas ça comme ça parce qu'on est bien portant. Moi, travaillant là-dedans, je prends mes patients en charge de J0 à J 20 ans plus tard. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et que je suis ces patients, comme je suis revalidatrice, je les suis jusqu'au bout. Et ben, on peut vivre, oui, avec un bras qui ne marche pas. On peut vivre, on peut conduire, on peut se marier, on peut faire des enfants. Il y a un monsieur qui m'a appris qu'on pouvait langer un bébé avec un bras. Je sais pas, il m'a dit, bah, il n'y a pas de problème, il soulève son pet. Son pet, c'est les fesses en Belgique. Et voilà, et je glisse la couche dessous et c'est bon. Ok, super. Non, s'il avait divorcé, il trouvait que sa première femme le prenait, depuis qu'il avait fait son AVC, oh, elle était chiante, elle me prenait pour un gosse. J'ai une bonne nouvelle, j'ai divorcé. Ok, ça va. J'ai mes enfants en garde alternée. Ok, en garde alternée, il avait des petits, un bras qui ne marchait pas, des petits troubles phasiques. Bon, c'est un ancien ingénieur, 38 ans. Et il a eu, le dernier avait encore des couches, et une semaine sur 2, il langeait et tout. Et puis après, 2 ans plus tard, je me suis remariée, ok, et il a refait 2 enfants, ok. Donc, non, mais bon, alors c'est certes un peu des exceptions, mais tout ça pour vous dire qu'on peut faire un AVC, des gros AVC, on peut avoir un bras qui ne bouge pas, on peut avoir quelques difficultés à parler, et puis il y a une vie après, puis une vraie, hein, pas une vie pourrie. Hein. Et pour le fun, la deuxième, il vient de divorcer parce que... ah ouais, alors là, je lui ai dit, vous arrêtez, hein, vous n'en retrouvez pas une troisième. On se connaît depuis 20 ans, ça, je lui ai dit, c'est bon, là, maintenant. Hein. Monsieur Laurent, on arrête. Hein. Il a bien rigolé. Bref, donc, voilà, la décompression, il faut quand même y penser avant de condamner définitivement votre patient en disant, la famille, c'est mort, il va engager. Crise d'épilepsie... Bof, quand ils font un AVC, c'est pas très, ça pose pas très de problème. Voilà. Alors maintenant, j'arrive au cœur de mon sujet où je vais essayer de vous convaincre que si on prend en charge en rééducation précoce, mais quand je dis précoce, c'est dès le premier jour. Hein. Moi, quand ils arrivent dans mon UNV, vous verrez comment elle est montée après. Ça, c'est l'AVC, quelques minutes, quelques heures, et puis hop, dès le premier jour, vous voyez, il y a une plasticité endogène. La plasticité, c'est le cerveau qui se réorganise, le cerveau sain, ce qui est mort est mort, comme je dis à mes patients, mais les neurones restants, ils se réorganisent, ils se connectent plus, et plus le cerveau est connecté, mieux il fonctionne, et c'est comme ça que vous avez des zones qui vont pallier au déficit. C'est comme ça que le patient de plégique, il va pouvoir rebouger dans les jours et les semaines qui viennent, à condition que cette plasticité s'installe. Et ça, c'est la récupération. Eh bien, si vous, dès les premiers jours, rééduquez, je dirais, entraînez le patient, la plasticité, elle va augmenter, elle va être plus importante. Plus la plasticité augmente, vous voyez, plus la récupération est importante. Et ça, ce temps de plasticité, de récupération, c'est dès les premiers jours et ça dure à peu près, dès les premiers jours et ça dure à peu près 6 mois. Donc c'est vraiment le timing important. Et c'est valide pour tous les patients, jeunes et vieux. Il faut absolument, même les patients âgés, parce que je sais qu'en France, des fois, quand on est vieux, on n'a pas toujours droit à sa rééducation, c'est pas bien. Il faut rééduquer tout le monde. C'est pas parce qu'on est vieux, déjà être vieux, c'est quand même pas marrant, enfin nos vieux, ils nous le disent.
Mais en plus, c'est la double peine. Vous êtes vieux, alors on ne va pas vous rééduquer, vous serez plus handicapé. Mais ça devrait être l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on est vieux, on doit être plus handicapé que les autres. C'est pas juste, hein. Ça marche la rééducation chez les vieux. C'est pas juste, moi je trouve. Alors, voilà. Alors, rééducation précoce, favoriser la plasticité cérébrale. Très important, il y a des médicaments qui aident à la plasticité. Et ça, les études le montrent. Je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les études, mais en particulier, sur la récupération motrice post-AVC, les SSRI, et or, je vous ai dit que nos patients, ils étaient déprimés. Si vous vous intéressez à ça, vraiment, les études le montrent, les patients sont déprimés. Eh bien, nos patients déprimés, post-AVC, il faut leur mettre des SSRI parce que ça développe la plasticité cérébrale. Ça, les études placebo l'ont montré. Et les RMN fonctionnels montrent vraiment que les zones de plasticité sont plus importantes quand on met des SSRI. Alors, est-ce qu'il faut le mettre d'office, même chez les patients non déprimés en post-AVC? Ça, c'est encore des questions qui sont encore en train de discuter. Moi, à titre personnel, si je fais mon AVC, j'ai déjà dit à mon service, vous me donnez un SSRI même si je ne suis pas déprimé. Je serais peut-être quand même déprimé. Mais voilà, il y a des molécules qui aident. Alors, pour les urgences, faites attention, il y a des médicaments qui retardent, voire inhibent, voire empêchent, voire réaggravent un patient qui avait récupéré, qui est vraiment très délétère sur la plasticité cérébrale, qui sont les benzodiazépines. Dans mon service, les benzos sont interdits. Interdits. On n'a pas le droit de donner des benzos à un patient qui a fait un AVC. Donc, vous, aux urgences, ne faites pas ça. C'est interdit. C'est criminel pour la plasticité. Les neuroleptiques, donc même quand ils sont... Alors, évidemment, s'ils s'agitent et qu'ils cassent tout, bon, quoique hémiplégique, ils cassent généralement pas grand-chose. Il faut quand même être raisonnable. Alors, des fois, moi, l'infirmière me dit « Ouais, mais il a voulu me frapper. » Ok, je dis, bah, écoute, s'il a voulu te frapper, tu recules de 2 pas, il ne va pas te courir après. Hein. Voilà. Bon. Donc, évitez les neuroleptiques et certains antiépileptiques ne sont pas très bons. Aussi, mais c'est des vieux. Du phantoïne, phénobarbital, on ne met plus ça. Voilà. Mais benzo et neuroleptiques, s'il vous plaît, évitez ça chez nos patients parce que alors là, la plasticité, elle ne va pas arriver. Voilà. Donc, ayant appris tout ça, quand j'ai ouvert ma stroke unit en 2002, je l'ai ouverte, ma stroke unit, et c'est 6 lits intégrés dans un service de neuroréadaptation. J'ai un service de 50 lits, je suis neuroréadaptatrice, en plus de neurovasculaire, j'ai fait une compétence particulière. Et donc, dans ces 50 lits de neuroréadaptation, j'ai un service de 20 lits qui est monitorisable. J'ai 6 monitos qui se branchent par Ethernet sur les bandeaux de lit. Donc, mes 20 lits sont monitorisables. J'ai 6 monitos et des monitos qui se déplacent de chambre en chambre. Une fois que le patient rentre, on ne déplace plus le patient. C'est le monito qui va se déplacer. Et le patient change de statut aigu, stroke, le temps du monitoring. Et après, il passe REVA sans s'en rendre compte dans la même chambre. Donc, on ne bouge pas les gens. Et mon équipe de revalidation va s'en occuper dès le premier jour. Et donc, ce qui veut dire que le patient rentre tout de suite dans un service tout à fait équipé pour le handicap, avec des particularités qui, par exemple, les patients ne mangent pas tout seuls dans leur chambre, mais mangent dans une salle commune sous surveillance des infirmières à cause des troubles de la déglutition. Quand vous laissez manger tout seuls les patients dans les chambres, et vous n'avez pas une infirmière par patient quand ils sont en train de manger dans les chambres, souvent c'est là où surviennent les fausses déglutitions. Voilà, donc le système, ça c'est mes monitos, et donc vous voyez, c'est des monitos sur roulette. C'est des monitos classiques hein, pour stroke unit, et ça se branche dans le bandeau de lit, et en fait, voilà, la patiente, et hop, quand elle n'en a plus besoin, au bout de 3 jours, hop, c'est le monito qui s'en va au lit suivant. Et j'ai donc 20 chambres monitorisables, ce qui permet pour moi d'avoir toujours de la place. En fait, en plus c'est moi qui accepte les patients en revalide, j'attends personne qui décide, je suis généralement assez d'accord avec moi-même pour accepter mes patients. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc, voilà, j'ai toujours de la place. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, alors, quand on a refait ce bâtiment, les architectes sont venus me demander de quoi avaient besoin mes patients. Alors, j'ai dit, ben voilà, une salle de bain, vous voyez, là, pour la douche, c'est le fauteuil roulant rentre, donc tout est équipé. Là, le fauteuil roulant rentre sous l'évier. Et donc, c'est des salles de bain équipées
entièrement pour le handicap. Alors tous n'ont pas un handicap fauteuil roulant, mais ceux qui en ont, en tous les cas, ne sont pas condamnés à être lavés au lit. Et ça, c'est quand même important. On a des équipements, tout de suite, les patients ont accès à des équipements, il faut les sortir du lit, les patients, et pas les laisser sortir des lits pour mettre dans un fauteuil dit gériatrique, ça ne va pas. Il faut les sortir de la chambre, très vite, pour qu'ils aillent aux activités. Et donc, on a voilà, des choses occupées, y compris ce qu'on appelle des fauteuils de maintien multiposition, même quand ils n'ont pas un bon tonus, on peut les sortir. Vous voyez là, bon, on a de temps en temps des patients qui ont eu des gros trucs et qui ont une trachéo. Et bien même ces patients avec une trachéo, ils vont dans les activités. Voilà, ça c'est la fameuse salle commune avec la surveillance. Et on est sûr qu'ils mangent comme il faut. D'abord qu'ils finissent leur plateau et ensuite on fait attention aux fosses des glutes. Et vous voyez que mes patients dans le service, il y a une particularité, ils ne sont pas en pyjama. On les habille tous les matins. Et on les déshabille le soir, ils ont des baskets, ils sont habillés, ça très rapidement, au bout du 3e jour, ils retrouvent le plus possible une vie normale, un aspect normal, et ça c'est vraiment important. Voilà. Donc, on a des équipements, des fauteuils roulants, le lever adapté, l'accès, on a une salle de kiné, vous allez voir, d'ergo, on a une équipe de rééducation, kiné, ergo, orthophoniste, neuropsy qui intervient dès les premiers jours, on favorise la plasticité cérébrale et clairement, moins réduction des complications, moins de pneumopathie, d'inhalation, moins d'escar, moins de TVP, moins d'ostéoporose d'immobilisation, ça c'est important, et moins d'algoneurodystrophie. Et donc, ce qu'est fait un kiné, il positionne, il mobilise, il verticalise et il fait la reprise de la marche. L'ergo installe correctement, vous allez voir, au fauteuil un patient. L'utilisation des membres supérieurs dans la vie quotidienne, toilette, habillage, alimentation. L'orthophoniste démutise pour les patients qui sont aphasiques mutiques, réduit les aphasies, la dysarthrie, les troubles à la déglutition. La neuropsy fait les bilans des troubles cognitifs, ça c'est vraiment important. Héminégligence, troubles exécutifs, souvent c'est quand même un peu sous-estimé, et participe à la rééducation de ces troubles cognitifs avec les ergothérapeutes. Et voilà, vous avez des exemples. Mobiliser correctement le kiné pour les membres sup, pour les membres inférieurs. Vous voyez, on a des tables, pour les premières verticalisations, on a des tables de verticalisation, on les met à l'horizontale et on les relève progressivement. Donc vous voyez des patients, donc la première chose qu'on demande d'amener aux familles, c'est des baskets pour pouvoir chausser correctement nos patients. Ça, c'est vraiment important. Dès le 2e jour, les patients sont chaussés, levés, habillés, c'est pour aller dans les activités. Donc vous voyez, ça c'est ma salle de kiné, avec différents types de patients. Tous les patients ne sont pas handicapés, mais on a, oui, des handicaps, on a différents types de prise en charge, on a les barres parallèles. Et puis là, même, on ne voit pas bien un endroit pour tester les escaliers, savoir s'ils peuvent faire les escaliers, nos patients. On sait faire pédaler des patients assis, c'est important. Et voilà, le fameuse barre parallèle pour reprendre la marche en sécurité. Positionner les patients, quand vous levez un patient, faites très attention aux bras hémiplégiques, ça c'est vraiment important, parce que si vous laissez pendre un bras, souvent ces patients hémiplégiques, moi je les vois, je passe dans les couloirs ailleurs, avec un bras ballant, ça tire sur l'épaule, il y a des subluxations, et c'est des douleurs d'épaule vraiment très importantes qui gênent la rééducation après. Faites attention quand vous déplacez un patient à l'épaule plégique. Donc, dès les urgences, vraiment faire protéger l'épaule plégique. Ça, c'est vraiment important en la mettant à la bonne hauteur. Avec notamment des brassards, ça c'est mon ergothérapeute qui l'a mis, ce n'est pas un patient, pour montrer qu'il faut absolument éviter les complications de cette épaule plégique. Voilà, alors ça aussi des choses qu'on prend en charge et qui sont mal connues, c'est l'héminégligence. Donc vous voyez, ce patient, il arrive dans la salle de kiné, il a tout mis d'un côté, il a oublié un côté. Vous voyez, c'est des patients qui se rasent tout d'un côté. Et alors surtout, c'est des patients qui mangent, vous voyez, ça c'est joli, il a bien mangé son assiette, il a bien mangé son yaourt, il a bien bu son verre d'eau et hop, il n'y a plus rien de l'autre côté. Alors ce patient, si vous le laissez manger tout seul, ben, il mange la moitié de son plateau, quoi. Donc il faut... Pardon. Oula, je suis enthousiaste, désolée. Faut penser à tourner le plateau et à tourner l'assiette, c'est ça que je voulais dire. Et puis surtout, faut le rééduquer, quoi. Parce que ça, c'est quand même très invalidant dans la vie. Alors, c'est pas souvent, on pense beaucoup aux patients hémiplégiques, mais ils ne sont pas forcément beaucoup plégiques, ces patients. Mais ça, c'est très invalidant dans la vie. Voilà. Alors, en orthophonie,
mes orthophonistes font des appariements sémantiques pour commencer, mais alors surtout maintenant, on a des techniques de tablettes de communication. Et ça marche plutôt bien. On a plusieurs tablettes et nos patients communiquent avec des iPads de communication. Ça, c'est les dernières choses qu'on a. Et elle s'occupe évidemment de la déglutition. Elle teste les patients, elle explique aux familles ce qui se passe avec les troubles de la déglutition et les bons positionnements pour reprendre une déglutition en sécurité. Voilà, et donc j'arrive quasiment à la fin. Évidemment, cette rééducation intensive, qu'est-ce que ça permet? D'excellents résultats. On débute donc à J1 en stroke unit et on garde nos patients clairement plusieurs semaines ou plusieurs mois, et après ce type de prise en charge, 80% de nos patients, et ça concerne tous les patients, hein, y compris les centenaires, tous mes patients sans exception ont droit à ça. Donc il n'y a pas de sélection, les patients même âgés, même triplégiques, même les gros AVC, tout le monde a droit, et 80% de nos patients rentrent à domicile. Alors, à la fin, d'ailleurs, on les évalue, ceux qu'en ont besoin, où on n'est pas sûr, on a des doutes sur le retour à domicile. On a un appartement thérapeutique pour évaluer si le retour à domicile est sécure. Et donc, au sein du service, dans le service même, voilà, on a un appartement dans lequel, voilà, ils ont un lit de télé, une cuisine et une salle de bain. Et on les met là et on va évaluer tous les jours comment ça se passe pour voir si, en autonomie, c'est sécure. Voilà, la stroke unit, ça marche. Essayez de mettre tous vos patients dans des stroke units. Pourquoi? Clairement, on a des méta-analyses qui nous disent que si vos patients vont dans les stroke units, vous allez diminuer l'aggravation, la récidive d'AVC de 44%, les pneumopathies et autres infections de 40 à 44%, les escarres de 66%, c'est notre savoir-faire. Une méta-analyse Cochrane qui a été réactualisée, qui montre qu'entre la stroke unit ou les autres types de services, clairement, vous allez diminuer en stroke unit les décès de 18%, l'institutionnalisation de 19%, la dépendance, et ça, la dépendance, c'est ce qu'il y a de pire pour nos patients. À 1 an, vous diminuez la mortalité, donc ce n'est pas un effet de passage. Hein. Clairement, à 1 an, vous diminuez la mortalité de 27%, décès handicap 31%, mortalité institutionnalisation de 25%. Et ça, c'est vraiment, il faut bien garder ça en tête. Hein. Ces résultats sont identiques, quel que soit l'âge, le sexe ou la gravité de l'AVC, et ce bénéfice est maintenu, maintenant on a assez de recul, à 5 à 10 ans. Donc voilà, mettez tous vos patients dans des UNV, il y a un savoir-faire. Donc on a parlé de la thrombolyse, la thrombectomie, mais là je parle pour tous les patients sans exception. J'espère que tous les patients en France ont vraiment accès à des UNV, et les conclusions seront les recommandations européennes avec des niveaux de preuve. Donc le traitement de l'AVC, ça se fait dans une stroke unit, ça diminue la mortalité, améliore le résultat fonctionnel et survivant, c'est un niveau 1. Tous les patients atteints d'AVC doivent avoir accès à ces UNV, quel que soit l'âge ou la sévérité de l'AVC, c'est un niveau 1. Et je me suis permis de le signaler, de le souligner, mais je pense qu'en France, ça n'existe pas ce concept. La rééducation, comprenant les soins infirmiers, la kiné, l'ergo, l'orthophonie, doit faire partie normalement intégrante des soins apportés par les UNV des AVC qui prennent en charge la phase aiguë de l'AVC. Et ça, c'est un niveau 1. On a un niveau de preuve pour dire que si vous intégrez la rééducation dès la phase aiguë à l'UNV, vous faites mieux que si c'est dans un deuxième temps. Ça, vraiment, vous faites mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ce topo. Moi, je suis convaincue effectivement que la rééducation commence déjà très tôt. Par contre, moi, je pense qu'elle commence même aux urgences. Je le rappelle souvent, c'est qu'un patient qui mange aux urgences ou qui fait des troubles de la déglutition aux urgences, ça devient un problème ensuite pour sa récupération et son pronostic. Et donc, alors nous, on est en difficulté en France avec les kinés. Donc c'est un petit peu compliqué, mais la rééducation n'est pas forcément kiné. Il y a aussi le positionnement. Alors, tu n'as pas parlé d'aide-soignante. Nous, on a beaucoup d'aides-soignantes qui sont auprès du patient pour la déglutition, pour faire les tests de déglutition et le positionnement avec l'aide de l'ergothérapeute. En fait, c'est toute une équipe. Le kiné, l'ergo, l'aide-soignante, l'infirmière, l'orthophoniste, la neuropsychologue.
Oui, c'est une grosse équipe. Nous, on a quasiment plus d'aides-soignantes dans nos Vous avez services. plus d'aides-soignantes? C'est infirmières et après, c'est toute l'équipe là qui intervient dans les chambres et dès qu'on sort les patients le plus vite possible dans les salles. J'ai pas mis les photos, mais on a des salles d'ergothérapie, on a des salles de kiné. Les patients vont dans vraiment une prise en charge spécifique. Et on a une orthophoniste pour 20 patients. Donc j'ai 3 orthophonistes et j'ai 6 kinés en fait. Donc ça permet, les patients sont pris en charge en kiné 2 fois par jour, y compris, et le samedi dimanche 1 fois. Mais c'est 2 fois par jour 30 minutes. Donc oui, c'est une grosse prise en charge. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Donc, mais ça marche bien. Et c'est vrai que je rebondis, dès les urgences, la trouble de déglutition, la température, le positionnement tout ça, aussi, ça c'est vraiment, voilà, ça nous simplifie la vie après. Et peut-être que le fait aussi d'une prise en charge très précoce, les patients aussi moralement sont mieux. Parce qu'un patient qu'on laisse tomber les 2-3 premiers jours et qui progressivement tout seul va comprendre qu'il est hémiplégique, c'est compliqué. Il faut être avec lui. Dès qu'on les habille et qu'on les sort de la chambre, c'est déjà, pour eux, c'est déjà mieux. Si on les laisse végéter dans un lieu, dans une chambre, c'est l'horreur. C'est vraiment, voilà, pour eux, ils passent un cap. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Concernant la dépression, c'est suivi comment? Alors on a des échelles de dépression. C'est un peu compliqué pour les aphasiques. C'est souvent des échelles orales. Et sinon, on a quand même... quand c'est des gros AVC, honnêtement, des gros AVC, je mets d'office. Parce que comme les antidépresseurs mettent 3 semaines à faire effet, je ne vais pas attendre. Moi, j'ai besoin qu'ils rentrent dans les activités. Un patient déprimé, il rentre. J'ai besoin de la collaboration. Ce n'est pas juste les mettre en kiné s'ils ne veulent rien faire, ou en ergo, ça ne marche pas. Donc les gros AVC, moi, je démarre. Sinon, les autres, j'ai des échelles d'évaluation. Et puis, il y a le comportement. On voit les patients, même des fois, s'ils disent non, ça va. Et puis, ils font non, ça va. Et il y a un accompagnement aussi par... Pardon ? Il y a un accompagnement par psychologue? Ah, j'ai une psychologue, oui, la psychologue, elle passe. Mais enfin, même si on passe en disant ça va aller, ouais. Voilà. Quand vous ne bougez pas d'un côté, si qu'on vient vous dire ça va aller, des fois un petit SSRI, ça booste un peu l'affaire quand même. Les SSRI, vous avez fluoxétine, sertraline, paroxétine, c'est toutes les tines qui finissent en in. Après, vous choisissez ce que vous voulez dedans. Moi, je n'ai pas d'action chez les labos. Faire juste attention, il y en a quelques-uns avec le QT long qui peuvent être un peu embêtants. Mais voilà, généralement, ils marchent bien, ceux-là. Et ils sont relativement bien, honnêtement bien tolérés. On ne met pas de tricyclique, enfin, oui. Et voilà. OK, merci bien.